Il est des esprits d'hommes qui naissent fraternels, en des siècles différents, en des patries distantes. Hors du temps et de l'espace, ils sont frères. Ça, je trouve ça trop beau. Ok, un 2 à 2. Hop. Petite vidéo improvisée pour vous montrer un trésor. Alors, qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça ensemble. Je sais même pas en vrai si je vais apprécier ce que je me suis offert. Il se trouve que dans mon premier bouquin, j'ai beaucoup insisté sur le concept de hiérophanie. Et quand il a fallu trouver un nom pour le Discord de Trigor, ça m'est arrivé comme une révélation. Les compagnons de la hiérophanie. Je trouvais ça stylé. Et il se trouve qu'il y a un mec, dans les années 1900, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les compagnons de la hiérophanie. Et je trouve ça incroyable. Je sais pas du tout ce que ça raconte, mais dans un sens, j'ai peur que ce soit de la merde. J'ai tellement un idéal sur ce mot hiérophanie et sur ce que pourraient être euh, mes compagnons de la hiérophanie. Tu vois, je pourrais très bien laisser ça dans un coin et juste le garder chez moi comme une promesse. Peut-être que j'ai tout intérêt à ne pas savoir ce qu'il y a dans ce bouquin. Peut-être que je vais être déçu. Peut-être que c'est une secte sataniste, patati patata. J'en sais rien. J'ai payé assez cher, hein. Je me demande même, imaginons que je trouve le bouquin sympa. Puisqu'il n'est plus édité, je me dis que je pourrais peut-être le rééditer. Préfacé par Trigor. Mais en même temps, avec un titre pareil, c'est forcément des mecs sympas qui l'ont écrit. Je veux dire, si les mecs ont compris le sens du mot hiérophanie, et si les mecs ont compris le sens du mot compagnon, ça peut que être merveilleux. Alors, ça va parler spiritisme, théosophie, occultisme. Un petit rappel quand même pour ceux qui découvrent peut-être ma chaîne. Le principe de hiérophanie, c'est anthropologiquement l'émergence de quelque chose de sacré. Hiéro, c'est sacré, et phanie, c'est émergence, quoi. La hiérophanie, c'est l'émergence de quelque chose de sacré. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de sacré? Qu'est-ce qui est sacré? Vous savez, vous, ce qui est sacré? Moi, je sais pas, mais il se trouve que depuis la nuit des temps, il y a des mecs, parfois, bah voilà, t'as un espèce de totem avec une tête d'oiseau, et t'as des mecs autour qui font des prières, qui font des offrandes, qui font ce genre de choses. Ce qui est au centre de ces hommes, ce qui est au centre de leur attention et de leur intention, on appelle ça du sacré. Ce, ce- le totem est sacré pour les gens qui s'y dévouent. Une cathédrale va être sacrée pour quelqu'un de croyant ou simplement pour quelqu'un qui va respecter la stature de cette œuvre. Pour d'autres personnes, ça va pas être sacré du tout, hein. Bon, c'est pour ça que c'est important de préciser que le sacré, ça dépend de chacun. Le sacré dépend de chacun. Ce qui est sacré pour moi ne sera pas sacré pour vous. Pour des parents, leurs enfants sont sacrés, mais peut-être pas les enfants des autres, ou si vaguement, mais tous les jours, il y a plein de gens qui meurent partout sur la planète et tout le monde s'en fout. Enfin, pourquoi est-ce qu'on. Le sacré, c'est ce qui est important. Ce qui n'est pas important, c'est pas sacré. On dira que c'est profane. Un caillou, c'est profane. Un bel caillou, c'est profane. Bon. Par contre, un caillou avec une tête d'oiseau, si tu le ramènes chez toi, il y a peut-être un peu de sacré dedans. Alors évidemment, il n'y a rien dedans. Mais c'est ainsi que
C'est ainsi qu'on peut comprendre l'anthropologie du sacré. Il y a des choses qui sont perçues comme sacrées, et il y a tout un mouvement humain qui se met en marche autour de ça. Alors bien sûr, les êtres humains se mettent à dompter ce sacré, ils parviennent eux-mêmes à créer du sacré, on appelle ça des artistes. Ah oui, un artiste, ou un artisan, c'est un mec qui crée un truc qu'on ne doit pas considérer comme profane. Si c'est profane, on peut y foutre le feu. Non, on ne fout pas le feu à une chaise, à une table ou à une œuvre d'art, soit parce que c'est pratique, soit parce que c'est beau, soit parce que peu importe la raison, le sacré s'auto-justifie en fait. Parfois, ça peut juste être parce que touche pas, c'est le cadeau que m'a fait ma grand-mère, nanana. Parfois même, n'y touche pas parce qu'on sait jamais. Hein, ça m'est déjà arrivé dans une forêt. J'ai trouvé un cercle de pierre, un cercle de comme des menhirs quoi. Et je me suis dit quoi, il y a des druides dans ce coin, qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et je continue ma promenade et là je croise un mec avec une énorme pierre. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est toi le druide? Il me dit ouais ouais non mais je suis pas druide en fait, c'est juste que bah, je fais du sport et pour faire du sport bah, je porte des pierres. Ok? Et pourquoi tu les mets en cercle comme ça? Et il me dit bah si je les mets autrement les gens les foutaient ailleurs. Tandis que si je les mets comme ça les gens n'y touchent pas. Ah, donc quand on a l'impression qu'il y a du sens dans un cercle de pierre, on va considérer ça comme sacré, tu vois. C'est bête, hein, mais ça part de là, tout ce qui est paraeridoli, tu vois. Bah, parfois on voit des trucs et on a l'impression que c'est puissant, que ça nous dépasse, ça nous fascine. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand tu as une file d'attente devant la sortie du nouvel iPhone, on est encore dans l'anthropologie du sacré. Il y a un objet fétiche et il y a plein de gens qui vont lui porter attention et intention. C'est-à-dire que dans un concert, par exemple, il y a un mec qui chante et qui a ramené toute une masse de gens. Ce mec, c'est le vecteur sacré, comme le totem, comme l'iPhone, tu vois. À partir du moment où tu as un groupe de gens qui se rassemblent, il y a du sacré au centre. Ça, c'était la thèse du chant des égrégores. Qu'est-ce qui fait qu'un égrégore fonctionne, est vivant et peut être considéré comme un véritable objet? C'est une négantropie humaine, quelque part, une structure d'humain, qui témoigne, qui révèle un sacré quelque part. Partout où tu as des organisations, il y a du sacré. C'était l'objet de mon premier bouquin, Le chant des égrégores. Et l'apparition d'un bête sacré, bah, c'est une hiérophanie. Hein. Dans ce premier bouquin, il y avait aussi le concept d'épiphanie, qui était la promesse d'un sacré ultérieur, ou alors la promesse d'une complétude. L'épiphanie, c'est de dire que tu n'as qu'un morceau du sacré, et que donc il existe sa forme complète. Toutes les utopies sont des épiphanies. Ah, on a un petit peu d'amour, on a un petit peu de solidarité, ce serait bien un monde de total amour et de totale solidarité. Voilà, épiphanie. Et les épiphanies, bien sûr, guident toutes les idéologies. C'était ça la thèse du premier bouquin, c'était le comportement humain est déterminé par le sacré. Le sacré des hiérophanies et le sacré des épiphanies. Donc le sacré du maintenant et le sacré de la projection. Un autre mot pour dire sacré, un mot plus rationnel, ça va être le mot valeur. Quand on accorde de la valeur à quelque chose, c'est notre sacré. Si vous avez un système de valeurs, vous avez un système de sacré. Okay, voilà, ça c'est la base de la pensée trigorienne, si je puis dire. Et pourtant, il me manquait un truc. Mais il me restait un mot sur lequel je coinçais. C'était le mot théophanie. Émergence de Dieu. Émergence d'une divinité. Ce mot-là, je l'ai un peu laissé de côté dans mon premier bouquin, parce que j'arrivais pas à le cerner, quoi. Ensuite, les années ont passé, j'ai fait des rencontres, je me suis documenté sur plein de trucs, et j'ai pu sortir
hyper-réalité. Ce bouquin-là, c'est le bouquin sur les théophanies. Les hyper-réels sont des théophanies. C'est pour ça que je dis que c'est le boss de fin des égrégores, en fait. Voilà pour la petite histoire. Du coup, il y a un Discord qui est dans la description, sur lequel on papote beaucoup autour de ce genre de sujet, autour de l'anthropologie du sacré, etc. Et ce Discord s'appelle les Compagnons de la Hiérophanie. Et c'est fou parce que j'ai donné ce nom-là comme ça. Et il y a un bouquin qui existe et qui porte ce nom-là. On va le découvrir. Dans les dernières années du siècle précédent, quelques jeunes hommes se rencontrèrent, ardents et vibrants, que passionnait la joie des études les plus ardues. Si chacun d'entre eux gardait sa personnalité plus ou moins fermement établie, tous se reconnurent une fraternité d'esprit, orientée vers la même recherche. Ils partaient éperdument à la quête de la haute connaissance. Ça, c'est le genre de truc qui m'aurait fait kiffer il y a quelques années, qui me faisait kiffer il y a quelques années. La haute connaissance. Est-ce que vous avez de la haute connaissance, vous, ou de la basse connaissance? De l'intégrale gnose ensevelie sous la poussière du temps. Il est des esprits d'hommes qui naissent fraternels, en des siècles différents, en des patries distantes. Hors du temps et de l'espace, ils sont frères. Ça me parle. Ça fait un peu citoyen du monde, mais pour de vrai, c'est pas citoyen du monde, c'est des compagnons de passionnés de mythologie, quoi. Je sais pas. J'espère. Hors du temps et de l'espace, ils sont frères. Ça, je trouve ça trop beau. Ça fait un peu Internet, quoi. Internet, à des distances de fou. Et pourtant, bah, parfois, sur l'espace d'un instant, sur un même sujet, bah, on arrive à avoir une espèce de fraternité phénoménologique, non? Qu'est-ce que je raconte? Mais si, quand on a tous la même réaction devant une vidéo, j'aime croire que quelque part on est connecté. En fait, le simple fait que vous me portez attention, que j'arrive à vous affecter, on est dans une forme de relation. Je dis pas que c'est la meilleure forme, hein, attention. Il peut arriver que le mystérieux destin régissant les naissances réunisse deux ou plusieurs de ceux-là sur le même point de notre ère et de notre planète. Parfois comme ça, on rencontre des gens, on a l'impression qu'on était destinés à se rencontrer et c'est trop bien. Ça m'est arrivé, mais quoi, deux, trois fois dans ma vie, quoi, et c'est tout. La dernière personne à qui ça m'est arrivé, c'était Robin. Mais normalement, la chaîne qui les lie n'est pas soumise à l'action de telles contingences. Les figures du ciel où s'inscrivent leurs impulsions natives et leurs intimes propensions portent certains signes de ressemblance, et leurs noms secrets ont, sur des lèvres plus pures que celles des humains, des sonorités correspondantes. Alors là, je comprends rien, mais c'est ok. Une même passion, un même amour les mène par des voies salébreuses vers la crypte où ils verront, à travers le voile transparent, la lumière espérée. Et je découvre le mot salébreuse. Quel mot incroyable. Salébreuse, on va voir ce que c'est. Du latin salebrosus, qui veut dire raboteux. De salebra aspérité. Ok. Quel fut le rayonnement de leur influence? Il est encore trop tôt pour le mesurer. Mais nous verrons qu'il atteignit les événements de la période historique 14-18. Eh, il y a conspiration ou il n'y a pas conspiration? Quoi qu'il en soit, ils sont enrôlés dans une légende, et c'est la légende de ces compagnons de hiérophanie que je me propose de conter ici. Ok, alors, le bouquin est composé de plusieurs chapitres. On dirait que chaque chapitre concerne un mec qui existait. Bon, la suite du bouquin, je vais la lire en privé. Je vais la lire en toute intimité, et j'ai l'impression que c'est plus un témoignage historique qu'autre chose. Je crois que je vais pas en lire plus. Je crois que je vais m'arrêter là. J'aime bien l'idée de ne pas savoir
l'histoire de ces compagnons de la hiérophanie, car après tout, est-ce que c'est vraiment important? C'est absolument pas important. C'est ce qui distingue d'ailleurs les égrégores de la mémétique. Dans la mémétique, on va dire que si par exemple on fait un téléphone arabe, le message qui passe de personne en personne, qui va se faire modifier, en mémétique on dira qu'on a perdu de l'information. On n'a rien perdu, ça. C'est pas le but de cet objet qui se transmet. Son but n'est pas l'information qu'il porte. Son but est d'établir une filiation entre les hommes. Et c'est pourquoi j'ai pas besoin de savoir les informations sur ces compagnons de la hiérophanie pour moi-même reprendre le flambeau. En fait, il y a deux types de réplication. Tu as, par exemple, une photo JPEG, tu l'enregistres en JPEG, tu prends ce fichier, tu le réenregistres en JPEG, tu prends ce fichier, tu le réenregistres en JPEG. À chaque fois, tu vas perdre de la qualité, et au bout du bout, au bout de 10 000 enregistrements, ta photo ne ressemblera plus à rien, tu n'auras plus de photo, quoi. C'est parce que la photo JPEG est une simulation de la réalité. Le téléphone arabe, c'est pas pareil. Quand tu murmures quelque chose à l'oreille d'un être humain, il va l'entendre avec son propre bagage mythologique. À la fin du téléphone arabe, la photo a du sens. Peut-être pas du tout le sens qui existait au départ. Elle a un nouveau sens, elle est devenue plus mythologique. Tout comme l'exemple de Mircea Eliade qui raconte ce fait divers historique qui, 50 ans plus tard, est devenu une légende dans son village d'origine. Et c'est ça, les égrégores. C'est un truc qui ne s'effrite pas comme une photo JPEG, mais qui se conserve, comme le téléphone arabe, mais qui se conserve et qui se renforce par la mythologisation. Parce que chaque être humain met un peu de soi en fait dedans. Oui, poupette, oui. Chaque être humain met de soi dedans. Et c'est ce qui différencie une simulation d'une émulation. La photo JPEG est une simulation, le téléphone arabe est une émulation. Les sociétés humaines se font sur des émulations. Alors bien sûr, il y a de la simulation qui existe toujours en périphérie. Mais ce qui est important, c'est cette émulation. Cette émulation se justifie elle-même. Magic System, il faut bouger. Pourquoi est-ce qu'il faudrait bouger? Non, il faut bouger, point. C'est ça, une émulation. C'est pour ça qu'en boîte de nuit, il y a deux types de personnes, ceux qui sont vraiment émulés et ceux qui simulent. Mais ceux qui simulent, ils s'emmerdent, ils passent une mauvaise soirée. En fait, les émulations, c'est de la jouissance. Ça permet d'établir une filiation. Le téléphone arabe établit une filiation. Bon. Et c'est ça son vrai but. C'est pas de conserver une putain d'information de merde, on s'en fout de l'information. L'important, c'est la filiation. Et c'est pour ça que dans mon premier bouquin, je crachais un petit peu sur la mémétique. Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient passés à côté de leur sujet, quoi. Bon, il se trouve que je me suis réconcilié ensuite avec la mémétique. Et voilà, tout ça pour vous dire pourquoi je suis très content d'avoir ce bouquin et pourquoi je n'en lirai pas plus. Et pourquoi il n'est pas nécessaire que j'en sache le contenu. L'important, c'est pas son contenu, l'important, c'est la filiation. Le principe des compagnons de hiérophanie. C'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne vivent pas forcément au même endroit, mais qui quelque part arrivent à se toucher par une même passion, par une même émulation, qui est simplement la reconnaissance du sacré en tant que phénomène. Si toi aussi tu reconnais le sacré en tant que phénomène, rejoins le Discord des compagnons de la hiérophanie. À bientôt!